Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation de l'Observatoire de l'action communautaire autonome sur les impacts de la crise de la COVID-19 sur la vie associative et démocratique des organismes communautaires. Alors, quelques mots sur l'Observatoire de l'ACA. Donc, c'est un projet de recherche-action dont l'objectif était de documenter les impacts de la crise de la COVID-19 sur les groupes d'action communautaire autonomes, qui a été initié au printemps 2020 par le RQACA et la TNCDC. Ça se voulait vraiment un projet de recherche par et pour l'action communautaire autonome. Les objectifs, c'était de documenter les impacts de la crise sur les organismes et les populations qu'ils rejoignent, valoriser l'apport des groupes et les rôles joués pendant la crise, puis identifier les besoins et les mesures à mettre en place pour renforcer leur capacité d'action. En termes de collecte de données, on a fait un sondage avec l'IRIS à la fin de l'année 2020 avec 740 répondants. Le rapport de l'IRIS a été publié en mai 2020 et on a eu tout un volet qualitatif là, avec 15 groupes de discussion menés entre novembre 2020 et février 2021 avec 97 personnes participantes qui venaient de 15 régions et de plus de 22 secteurs différents. Donc, on avait une bonne représentation du mouvement. On a également un sondage qu'on a fait à la fin de l'année 2021 qui vient d'être publié, donc je vous invite à aller sur notre site web, ça s'appelle Point de rupture et vous allez avoir les données toutes fraîches. Les résultats, là, en lien avec le premier sondage de 2020 et les groupes de discussion ont été publiés sous la forme d'un rapport de recherche où vous avez toute la méthodologie, mais vous pouvez aussi retrouver les résultats sous forme de cahiers thématiques. Donc, on a essayé de rendre les résultats un peu plus accessibles. Donc, vous avez 13 cahiers thématiques en français et en anglais. Un premier cahier qui parle des différentes phases de la crise et ce que les groupes ont vécu pendant les différentes phases. Vous avez 3 cahiers sur les impacts sur les populations et d'ailleurs on fait un webinaire sur ces cahiers-là le 22 juin, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre à nous. On a 5 cahiers sur les impacts sur les actions et la vie interne des organismes, donc on parle d'un cahier sur l'accessibilité des groupes, leurs actions, un sur le bénévolat, un sur la gestion du risque sanitaire et finalement un sur la vie associative et démocratique, donc c'est de ce cahier-là qu'on va parler aujourd'hui. On a 2 autres cahiers sur l'impact sur le financement et les 2 derniers, les impacts sur les relations externes des organismes. Donc aujourd'hui, on va parler de vie associative et démocratique, ce qu'on a appelé le cœur de l'action communautaire autonome. C'est vraiment un élément essentiel de la vie d'un organisme et c'est un des 8 critères là, de l'action communautaire autonome. Mais je veux juste faire un petit bémol, vraiment positionner ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et nos résultats sont vraiment dans le cadre de la crise de la COVID-19. Donc, c'était une situation exceptionnelle et donc il y a eu des impacts exceptionnels sur la vie associative et démocratique. Donc, il faut faire attention de ne pas les généraliser là, à d'autres situations. Donc, la vie associative et démocratique, comme je vous disais, c'est très important pour un groupe communautaire. Ça permet d'offrir des espaces de reprise de pouvoir et de participation citoyenne, en particulier pour des personnes qui sont victimes de différentes formes de discrimination. Ça permet de faire une orientation collective, à la fois du fonctionnement de l'organisme et des actions menées par l'organisme. Et finalement, ça permet de viser la transformation sociale. C'est au-delà de la réponse aux besoins de base, quand on collectivise les problèmes qu'on rencontre et qu'on cherche des solutions collectives, ben, c'est comme ça qu'on s'en va vers la transformation sociale. Donc, il y a différentes opportunités d'implication pour les membres dans les groupes communautaires. On peut s'impliquer à la vie démocratique, au fonctionnement interne, en participant à l'Assemblée générale annuelle, voire au conseil d'administration. On peut s'impliquer pour faire influencer les actions, donc dans les comités de travail, dans les démarches d'évaluation interne. On peut s'impliquer aussi dans les luttes, les enjeux qui vont être travaillés par les groupes, donc que ce soit dans les ateliers d'éducation populaire ou des rencontres de réflexion. Premier élément dont on va parler aujourd'hui, il y a 3 grandes parties là, à la présentation. Première partie, c'est les impacts de la crise sur l'implication des membres et le maintien des liens. Comme je vous disais, on a tout un cahier de recherche là, qui s'intitule les impacts sur l'accessibilité des groupes. Donc ça, c'est vraiment les enjeux que les groupes ont rencontrés en lien avec les liens avec les personnes qui fréquentent leurs organismes, ne sont pas toujours des membres. Mais les enjeux sont très, très similaires. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite aussi à consulter le cahier sur l'accessibilité. Donc,
En effet, il y avait 2 tensions là, que les groupes communautaires ont dû faire face et balancer. D'un côté, la peur de la contamination, si on maintient des activités en présence, on met des gens à risque. Et de l'autre côté, la crainte de mettre à l'écart certaines personnes si on transfère nos activités en mode virtuel. Et ça s'applique à la vie associative aussi. Donc, les groupes ont utilisé différents moyens pour soutenir l'implication de leurs membres à la vie associative à distance, en utilisant plusieurs moyens de communication différents. Il n'y a pas une seule façon d'y arriver, en prêtant du matériel, puis en soutenant le développement d'habiletés à utiliser ce matériel et ces nouveaux modes de communication. Donc, dans les nouvelles stratégies, le téléphone, le bon vieux téléphone, ça a quand même été au cœur de beaucoup de stratégies des organismes communautaires pour maintenir les liens. Mais il y avait aussi les infolettes, les messages écrits, que ce soit par courriel, mais aussi tout simplement par la poste et finalement les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que la fracture numérique qui touchait les populations rejointes par les groupes touchait aussi de facto leurs membres. Donc, quand on parle de fracture numérique, ben, c'est des défis à plusieurs niveaux. Il y a des défis d'accessibilité économique. Il faut être capable de se payer le matériel, que ce soit un ordinateur, une tablette, un téléphone, et il faut être capable de se payer l'accès au réseau. C'est souvent un enjeu qui a été soulevé. Si quelqu'un a accès à son réseau 2 jours par mois, il est victime de la fracture numérique. Puis, dans l'accessibilité économique, il y a aussi le nombre de matériel qu'on peut se payer. Si on est une famille avec 2 enfants scolarisés à la maison et qu'on a un seul ordinateur, souvent l'ordinateur va être consacré au télétravail d'un des parents. Donc, on a des enfants qui ont été déscolarisés par manque de matériel à ce niveau-là. Il y a aussi l'accessibilité technologique. C'est surprenant, mais en 2020, 2021, 2022, au Québec, il y a encore des endroits où il n'y a juste pas accès au réseau. Ou sinon la bande passante est très limitée, donc des enjeux vraiment juste technologiques. Il y a l'accessibilité liée à la littératie et à la littératie numérique. Comme je vous disais, il faut développer des habiletés qui sont juste en lien là, avec l'utilisation du matériel. Et finalement, l'accessibilité physique. Il y a des personnes avec certaines déficiences motrices là, qui ne peuvent pas utiliser ce type de technologie ou qui ont des contre-indications médicales. Là, on pense à des personnes qui font des crises d'épilepsie. Alors, je cite. L'organisme a été chercher le fonds d'urgence pour pouvoir envoyer des cellulaires, des tablettes, des caméras. On a tout ça, mais même si on va les porter aux gens, ils n'y ont pas accès, ils ne se payent pas Internet. Dans nos membres, on a plusieurs mères monoparentales que leur bande passante est tellement mince que c'est d'abord et avant tout pour les enfants qui ont besoin de ça pour étudier. La fracture numérique a vraiment été un enjeu. Donc, c'est ce passage au numérique, c'est vraiment un défi pour, en particulier, l'action collective. Donc, il faut être capable de rejoindre les gens individuellement, mais dès qu'on veut faire quelque chose en groupe, c'est encore plus complexe parce que l'action collective, les réflexions collectives, ça demande de l'espace, ça demande du temps, ça demande des échanges entre les personnes. On ne peut pas juste fournir de l'information comme je fais ce matin. Ça demande des échanges, ce qu'on va faire après la pause, mais il faut être en petits groupes. Donc, c'est beaucoup plus difficile en virtuel. Et comme je disais, les gens aussi sont moins disponibles en virtuel. Surtout pendant les périodes où les enfants étaient à la maison, même si on peut se connecter, on n'a pas le même degré de disponibilité que si on se déplace et qu'on va faire une action dans un organisme. Donc, les groupes ont vraiment développé de la créativité et des adaptations là, pour maintenir des activités en présence parce que c'était vraiment important pour ce type d'action là en lien avec la vie associative, avec la mobilisation d'être en présence. Donc, ça a été d'accéder à des espaces plus grands qui vont permettre la distanciation. C'était souvent pas possible dans les locaux que les groupes avaient. Avant la crise qui convenait, mais qui, une fois qu'on doit se distancer, ne sont plus assez grands. Donc, il fallait louer ailleurs, il fallait se déplacer. Puis, les groupes ont aussi beaucoup utilisé là, les espaces extérieurs, mais surtout pendant les périodes plus chaudes. Là, la période estivale, c'était vraiment plus facile d'aller faire ce type d'activité en extérieur. Un des enjeux qui a été vraiment beaucoup soulevé avec les personnes qu'on a rencontrées, c'est la disparition de l'informel. Fait qu'il y a deux enjeux principalement qui posent problème.
Ben, une fois qu'on fait disparaître ou qu'on essaye de faire passer en virtuel tout le volet social, le volet ludique qu'on a avec nos membres, ben, vraiment, on voit la démobilisation des membres. Donc ça c'est vraiment difficile. Et aussi, cette disparition de tous les liens informels, ça enlève les opportunités des équipes de travail d'être vraiment en lien avec les besoins des membres. Parce que c'est souvent dans l'informel qu'on va comprendre ce qui se passe dans la vie des gens, ce qui se passe dans la vie même du quartier. Donc, l'informel, les gens se sont rendus compte à quel point c'était au cœur là, de leurs actions. Puis les gens nous ont vraiment dit, on a perdu l'essence de ce qui constitue le cœur de notre organisme quand on a vu la disparition de l'informel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a frappé les gens qu'on a rencontrés. Je cite, notre vie à nous et aux membres, ce n'est pas juste d'aller à la réunion, de prendre des décisions et de s'en aller. Il y a tout l'informel qui vient autour et c'est ça qui donne envie aux gens de s'impliquer. Donc, malgré ce contexte-là qui était vraiment difficile, parce qu'on parle surtout là de la première vague, nos données portent surtout là sur la première année de la crise, il y a vraiment eu une diminution là, de l'implication des membres pour toutes les raisons que je vous ai dit. Malgré ça, c'est 86% là, des groupes de base qui ont réussi à maintenir des comités internes actifs durant le premier confinement. Donc, parmi eux, c'est 68% qui l'ont fait entièrement à distance, 29% de façon mixte, et puis 2% qui ont réussi là, à rester entièrement en personne. Deuxième grande thématique que je voulais aborder ce matin, c'est la saga des assemblées générales annuelles. Donc ça a été vraiment quelque chose de très difficile à vivre pour les groupes communautaires pendant cette crise. Les enjeux, c'était vraiment donc en lien avec la reddition de comptes vis-à-vis des bailleurs de fonds. Dans les différents ministères, c'était vraiment des consignes qui étaient non harmonisées puis souvent confuses. Donc là, je vous ai mis des exemples au niveau du SACEL, le secrétariat à l'action communautaire autonome, là, qui s'occupe des groupes en défense des droits et des CDC. Ben, ça a été le 27 mars, quand même assez tôt. Là, donc, la consigne était envoyez-nous ce que vous pouvez et puis justifiez pourquoi vous avez des pièces manquantes. Parce que quand on parle là, de reddition de comptes des assemblées générales annuelles, la majorité des groupes ont leur année financière qui va du 1er avril au 31 mars. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent leur AGA 3 mois avant la fin de leur année financière, ce qui veut dire la fin juin. C'était en plein pendant la crise. Et c'est sûr qu'il y a d'autres cycles d'années financières dans les groupes communautaires. Il y en a qui sont au 31 décembre, au 30 juin, au 31 août, mais la majorité là est au 31 mars. Donc, c'était vraiment difficile là, à ce moment-ci. Puis, pas juste les AGA, là, les rapports financiers aussi, ça a été tout un défi. Là. La plupart des comptables n'étaient pas habitués à faire cela à distance. Donc, il y avait des pièces manquantes là pour beaucoup arrivées au début de la crise. Donc, pour le SACES, la consigne, c'était justifiez-nous pourquoi. Pour le ministère de la Famille, le 2 avril, ils ont annoncé un report de 3 mois. À ce moment-ci, on ne pouvait pas savoir que ça durerait 2 ans. En santé et services sociaux, ça a été encore plus rocambolesque. En mai 2020, là, après beaucoup de travail, des regroupements pour sensibiliser le ministère à ce qui se passait sur le terrain, la consigne était de reporter de 4 mois la date limite après la levée de l'état d'urgence. Encore une fois, on ne savait pas que l'état d'urgence durerait 2 ans. Mais cette consigne-là a été retournée et en septembre 2020, le ministère est revenu sur sa parole et finalement a demandé là, une modification, que les AGA aient pour date limite le 31 décembre pour l'année 2020. Donc, je cite, « Au printemps, on a reporté notre AG et là, cet automne, on a décidé qu'il fallait faire notre AG en octobre. On l'a faite, mais on a appris en novembre que finalement, on aurait pu la laisser tomber. » Donc, beaucoup de confusion, beaucoup de stress. Ça a été un très long processus. Comme je disais, les regroupements là, aux différents niveaux ont fait sans cesse des représentations auprès des différents ministères et du gouvernement pour essayer d'avoir quelque chose de clair et d'uniforme à travers l'ensemble des ministères. Le 27 avril, on a quand même eu là, du ministère de la Justice la légalisation de la tenue à distance des instances démocratiques. Donc, ça légalisait les CA à distance et les AGA. Le 29 mai, là, on a eu une nouvelle obligation de présenter un bilan financier intérimaire en cas de report. Donc, si on dépassait de 4 mois la date limite, là, il fallait
présenter un bilan intérimaire à nos instances, ce qui est tout à fait normal, mais il y a eu beaucoup de confusion de la part des bailleurs de fonds qui voulaient avoir accès à ce document-là, alors que c'était vraiment un document interne aux organismes. Et c'est seulement le 26 juin que le MTESS s'est adressé aux autres ministères. Donc, le MTESS, c'est celui qui gère qui est en charge de l'action communautaire autonome. Mais il n'a pas de pouvoir sur les autres ministères, mais il s'est adressé aux autres ministères en les invitant à faire preuve de souplesse. Donc, ce n'était pas un vocabulaire très puissant. Et finalement, c'est seulement le 11 novembre, comme disait la personne dans la citation précédente, que le MTESS a demandé au ministère de permettre le report jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Donc, c'est le 11 novembre qu'on a appris qu'on pouvait reporter nos AG jusqu'au 31 décembre. Donc, à travers toute cette confusion, ces messages contradictoires, les organismes communautaires ont adopté diverses stratégies. Donc, nous, on leur a posé la question là, en décembre 2020. À ce moment-là, c'est 82% qui nous ont dit avoir maintenu leur AGA dans la période habituelle. Donc, les groupes ont vraiment fait des efforts pour essayer de s'adapter à la réalité de leurs membres. Il y en a 67% qui ont choisi de le faire entièrement à distance, 18% qui l'ont fait entièrement en présence et 15% mixte. Et il y a un autre groupe d'organismes qui s'est dit pendant le printemps et l'été, ben nous, on va le faire à l'automne. Hein. La crise sera finie à l'automne 2020, fait qu'on va pouvoir faire notre AGA. Malheureusement, pour eux, ben, à l'automne 2020, les problèmes étaient les mêmes. Donc, si on n'était pas capable de faire son AGA en virtuel à cause du type de personnes, des caractéristiques de nos membres, on n'était pas plus capable à l'automne. Certains l'ont quand même fait, puis certains, là, en décembre 2020, l'avaient toujours pas tenu. De tous les témoignages qu'on a reçus, les gens nous ont vraiment souligné que la formule qui a été le plus satisfaisante à ce moment-là, ça a été vraiment d'essayer de conserver leur AG en présence. Pour beaucoup de gens, les assemblées générales annuelles de l'année 2020, ça a été vraiment ressenti comme une perte de sens de ce que ça aurait dû être, parce que les AGA, ce n'est pas juste une obligation légale pour un groupe communautaire, c'est vraiment une occasion de se retrouver avec les membres, parfois une occasion festive, de partager qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année, qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir, puis vers où on se projette pour l'année future. Donc, quel que soit le choix que les groupes faisaient, ben, ils excluaient des personnes. S'ils passaient en virtuel, ben, ils excluaient les gens qui étaient victimes de la fracture numérique. Quand ils choisissaient de faire leurs AG en présence, ben, ils excluaient les gens qui ne pouvaient pas prendre le risque de contamination. Donc, ces nouvelles AGA, là, c'était vraiment caractérisé par une absence d'échange entre les membres, l'impossibilité d'avoir la pleine contribution de tous et de toutes, souvent des très faibles participations avec des retombées de mobilisation aussi faibles. On nous a même fait des témoignages que c'était carrément contre-productif, que ça démobilisait les membres, qu'il y avait même une sorte de perte de confiance là, avec l'organisme à cause de ces obligations de faire des AGA sans sens avec le cœur de l'organisme. Je cite, « Je pense que c'est la plus mauvaise AGA que j'ai faite. Nous autres, l'AGA est un moment un peu festif où les gens viennent voir ce que l'équipe a fait, l'équipe expose notre bilan d'activité et on mange ensemble. Tout ça a été sabré. Et pour moi, c'est le plus gros impact pour l'ACA. » Donc, ben, les exigences des bailleurs de fonds là, en lien avec la reddition de comptes, ça a vraiment nui à l'action des organismes sur le terrain. Ça a monopolisé les équipes sur des activités qui étaient non prioritaires. Il y avait vraiment d'autres choses à faire que ça. Ça a mis des gens à risque de contamination parce que, en fait, beaucoup des bailleurs de fonds ne voulaient pas comprendre que c'était impossible de faire des AGA virtuels à cause du type de personnes qui constituent nos membres. Donc, en faisant du présence, ben, on mettait les gens à risque. On était quand même dans un contexte de pandémie mondiale. Et puis donc, c'est énormément de stress là, pour les équipes autour de tous ces enjeux. Et tout ça, ça a été perçu comme un manque de confiance de la part des bailleurs de fonds vis-à-vis de ce que faisaient les groupes et de leur mécanisme interne de reddition de comptes. Parce que, je vous rappelle, là, c'est juste la tenue de la GA. Tous les documents de reddition de comptes étaient faits par les groupes. C'était seulement l'obligation de les présenter en AGA. Et c'est ça que le MTESS a finalement là, demandé d'accepter en novembre, là, que finalement les documents ne passent juste au CA. Fait que c'est vraiment, ça a été quelque chose de difficile. Je passe au troisième et dernier élément là, que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est l'implication des CA. Ça va être difficile là, de vous faire un portrait
exhaustif, ça a été très varié. Euh, il y a eu vraiment des CA qui ont été très actifs, très en soutien avec les organismes. Et à l'opposé, il y a des CA qui ont disparu, qu'on n'était absolument plus capable de rejoindre. Donc, c'est vraiment un portrait qui n'est pas uniforme là, à travers l'ensemble des groupes. Donc, les modalités pour les CA, ça a été très variable pour les mêmes raisons là, que pour les membres en général, c'est-à-dire qu'il fallait passer pour une bonne partie en virtuel, là, surtout pendant la première vague. Donc, c'est 70% là, des CA qui sont passés en virtuel, 25% qui ont conservé du mix et seulement 2 là, qui sont restés en personne et 2% là, qui ont entièrement dû annuler leur CA. Et donc, ça posait toutes sortes d'enjeux. Je cite. Le plus gros défi, c'était vraiment de gérer le CA, parce qu'il y avait 3 administratifs seulement qui avaient accès à Internet. On avait 3 administratrices par Zoom, 2 par téléphone sur haut-parleur. Ceux qui n'étaient pas là, on envoyait par la poste, mais les délais de poste étaient interminables, donc c'était vraiment plus compliqué. Donc, ça a été des grands défis pour passer au virtuel, mais ça a aussi été des défis qui ont mis en évidence les inégalités au sein des membres des CA. Parce qu'il y a certaines personnes qui siègent sur des CA d'organismes communautaires qui étaient déjà des personnes branchées, donc qui avaient accès à Internet et tout, pour qui cette transition a été très facile. Il y a des CA qui ont continué à fonctionner pratiquement comme si de rien n'était. Et il y a des membres de CA qui sont vraiment victimes de la fracture numérique, là, comme on l'a vu dans la citation précédente, là, qui devaient participer par téléphone ou tout simplement là, par courrier. Donc ça, c'est vraiment très difficile. Puis, il y a une catégorie de personnes là, qui siègent sur les CA d'organismes communautaires qui ont vraiment été touchées par la crise de façon particulière pour toutes sortes de raisons là, socio-économiques, pour qui les défis étaient trop importants. Et évidemment, leur implication en tant que membre de CA passait au deuxième plan après leur stratégie de survie là, pour passer à travers la crise. Un des éléments importants pour les coordinations là, en charge d'animer les CA, c'était de pouvoir assurer les processus délibératifs. Parce qu'un CA, c'est ça, c'est de pouvoir prendre des décisions collectives. Donc, il fallait être capable de leur donner les informations pertinentes. Donc, on l'a vu, il y avait différentes stratégies pour leur donner l'information, prendre des décisions éclairées grâce à ça et, et pouvoir prendre des décisions éclairées sur des enjeux difficiles. Les décisions que les groupes devaient prendre avaient vraiment apporter une charge mentale vraiment très grande là, aux coordinations et aux membres de CA. C'était des décisions qui avaient des conséquences importantes. Premièrement, des conséquences importantes pour les personnes rejointes parce que c'est des décisions qui vraiment touchaient à l'accès à l'organisme. Si on ferme, si on passe en virtuel, on remet en cause qui peut avoir accès à nos actions. Des conséquences importantes pour les équipes parce que selon les types de décisions qu'on prend, on les met à risque de contamination. On peut les mettre à risque de contamination. On peut mettre une charge forte sur leur santé mentale. Et on prend aussi des décisions là, qui ont des répercussions sur leur situation économique. Là, si on parle de mise à pied, si on parle de baisse d'heures ou de salaire, ça a des répercussions importantes sur les équipes. Et finalement, des décisions qui ont carrément aussi une conséquence sur la mission de l'organisme. Parce que si pendant la crise, on faisait un virage vers les services, pallier les besoins de base, on mettait de côté tout ce qui est notre mission de transformation sociale. Fait que c'était des décisions qui avaient des conséquences vraiment très importantes à tous ces niveaux-là. Il y a eu des facteurs facilitants là, qui ont été nommés par les personnes qu'on a rencontrées, mais je vous dirais que tous ces facteurs facilitants avaient une base commune, il fallait que la confiance soit déjà établie. Donc, si les rôles et responsabilités étaient bien définis entre la coordination et les membres de CA, et qui avait la confiance, il y a certains processus démocratiques plus légers, peut-être que d'habitude, qui ont pu être mis en place. Les coordinations avaient plus de marge de manœuvre pour prendre certaines décisions plus de façon unilatérale, mais il fallait que ce soit décidé d'avance
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir pendant la crise. Il y a eu aussi dans certains CA, là j'ai mis la présidence, mais ça pouvait être une autre personne, quand une ou deux personnes sur le CA faisaient comme un comité exécutif qui pouvait soutenir rapidement la coordination pour prendre des décisions sur des éléments qui arrivaient là de façon rapide, ça a aidé beaucoup. Puis donc la mise en place de nouvelles stratégies, la démocratique ponctuelle. Donc on peut penser par exemple, on fait passer une décision à majorité au lieu de par consensus, parce qu'on n'est pas capable de rejoindre tout le monde. Fait qu'il y a différentes stratégies qui ont été mises en place là pour, au niveau de la prise de décision au sein des CA, mais il fallait que ce soit déjà, c'était facilité avec une confiance déjà établie. Donc, il y a deux conseils que les gens nous ont donnés et qu'on partage là dans nos résultats. Premièrement, ne pas hésiter à demander explicitement de l'aide aux membres de son CA là, pour les coordinations. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut vraiment le dire clairement. Hey, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Et ça a fait une différence pour les gens qui ont osé le faire. Les membres de CA se sont vraiment plus impliqués. Et aussi, on nous a dit de bien prendre le temps d'obtenir toutes les informations pertinentes avant de prendre des décisions. C'était une situation de crise, c'était une situation que personne n'avait déjà vécue, et il y a des groupes qui ont pris des décisions dans les premières semaines qu'ils ont regrettées. Par exemple, des mises à pied ou des coordinations, les CA ont paniqué face à ce qui se passait, ils ont décidé de mettre à pied des personnes et finalement, ils se sont rendus compte quelques semaines plus tard que c'était la mauvaise décision. Donc, vraiment, malgré la pression, là, essayer de prendre son temps et de vraiment peser le pour et le contre là, des décisions. Finalement, ce qui est ressorti de nos résultats, c'est l'importance des communications avec les membres de CA et les membres de l'équipe de travail. Les décisions qui ont été prises par les CA pendant la crise ont eu un impact énorme sur la qualité de vie des équipes de travail, que ce soit leur qualité de vie au travail et dans leur vie personnelle, parce que beaucoup là, été en télétravail. Donc, les endroits où il y a eu un éloignement entre le membre des équipes et les membres de CA, ça a vraiment nui au lien de confiance. Il y a beaucoup de membres des équipes qui se sont sentis que les décisions prises n'étaient pas les bonnes, que c'était des décisions qui étaient déconnectées de leur réalité, parce qu'ils n'avaient aucun moyen là, d'exprimer ce qu'ils vivaient aux membres des CA. Donc, ça s'est parfois très mal passé quand il y avait cet éloignement. Ce qui était important là, pour le membre des équipes dans les décisions qui étaient prises par les CA, c'était vraiment la cohérence. Donc, ce qui est ressorti, c'est d'avoir des décisions qui sont en cohérence avec les valeurs de l'organisme. Si on est un organisme communautaire, puis c'est important pour nous la lutte à la pauvreté, on n'est pas censé mettre nos travailleuses dans des situations qui les mettent dans des situations de pauvreté, par exemple. Ou on se dit avec des valeurs féministes, et on a des travailleuses qui sont à la maison avec des enfants, on doit prendre des décisions qui sont cohérentes avec ces valeurs-là. Comme je vous disais, prendre des décisions qui sont en cohérence avec les réalités sur le terrain. Pendant cette crise, en particulier, les mesures sanitaires là, qui étaient mises de l'avant par le gouvernement étaient souvent très confuses, elles changeaient tout le temps et elles étaient souvent très loin des réalités des groupes communautaires. Donc, il fallait que le CA, lui, fasse cette traduction entre les consignes gouvernementales, la réalité de leur organisme, puis trouve un juste milieu ou une façon d'allier ces deux éléments-là. Et un des éléments là, de la réalité du terrain, c'était l'épuisement des équipes. Surtout, je vous dirais, à partir de l'automne 2020, parce que les gens avaient tout donné là, pendant la première vague. Donc ça donne des décisions qui ne prenaient pas en compte ça. C'était très difficile. Et à l'inverse, on nous a fait des témoignages de personnes qui ont eu une semaine de vacances supplémentaires à cette période-là et pour qui ça a été vraiment pris comme une façon de reconnaître là, ce qu'elles vivaient en tant qu'équipe. Je cite. Je pense que le fait d'être transparente dans ce qu'on vit et de montrer notre vulnérabilité, de dire non, je ne gère pas ça si bien que ça, puis on se trompe, ça nous sert comme équipe. Et on a un CA qui est vraiment compréhensif et on voit que ce n'est pas évident de gérer au quotidien. Donc vraiment l'importance des communications entre le CA et les équipes, c'est vraiment ressorti fortement de nos données.
Donc, en conclusion, ce que je dirais pour le maintien d'une vie associative et démocratique satisfaisante en temps de crise, mais il y a des éléments qu'il faut établir en amont. Donc, comme je vous disais, le lien de confiance, c'est très important. Et c'est vrai que ça veut dire aussi qu'il faut se connaître d'avance. Donc, pour tous les organismes qui ont perdu des membres de CA pendant la crise, recruter des membres de CA quand on ne peut pas se rencontrer en personne, c'est extrêmement difficile. Il y a plusieurs groupes qui ont choisi de renouveler les mandats automatiques des membres des CA pendant la crise parce que c'était impossible non seulement de recruter, mais d'établir ce lien de confiance. Et aussi établir le lien de confiance entre le CA et l'équipe de travail. Donc ça veut dire d'avoir des modes de communication continue entre le CA, les équipes de travail, entre le CA et entre les membres et les équipes de travail. Donc tout ça, il faut que ce soit bien établi et que ce soit vraiment, ça fasse partie des façons de faire de l'organisme. Puis aussi, il faut absolument former là, les membres de CA aux valeurs de l'action communautaire autonome en amont, là, comprendre la mission de l'organisme, comprendre pourquoi on est là. Ça, c'est vraiment des éléments importants. Finalement, quand la crise arrive, il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Évidemment, on n'a pas le choix, mais il faut tenir compte de trois choses. Maintenir l'implication des membres. Donc ça, comme je vous disais, beaucoup de groupes ont fait ça, d'essayer de trouver des nouvelles façons de maintenir le lien, de communiquer. Mais ce qu'a peut-être révélé cette crise, c'est qu'il faut aussi maintenir le sentiment d'appartenance. Donc, les choix qui ont été faits de mettre de côté les activités ludiques, de mettre de côté les activités là, informelles, finalement, la plupart des gens qu'on a rencontrés nous ont dit que c'était une erreur. Tu sais, ça, c'est vraiment, on se rend compte maintenant à quel point cette partie-là de la vie associative et démocratique est essentielle, à la fois pour la mobilisation et pour la proximité là, du groupe du terrain. Et donc aussi, donc, en temps de crise, troisièmement, revoir la nature des processus décisionnels. C'est sûr que si on y a pensé en amont, quel type de processus décisionnel on peut prendre en cas d'urgence, quelles décisions peuvent être prises peut-être de façon plus unilatérale, quelles doivent passer au CA, ça peut vraiment aider quand la crise arrive. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Donc, je vous invite à aller voir notre site web si vous voulez voir le document, là, trouver le cahier sur la vie associative. Merci.